it has to be in the, maybe this one. This video is showing somebody is approaching a really hard challenge. When you are approaching big client, you want to show the others that you are good. If something wrong happening, big complication, at the end, everybody will leave you there alone. You will be the only one responsible. So don't be artistic. Take care for yourself. Take care also for your patients. And never overestimate yourself. These are my conclusions at the end, and then the same messages I'm giving from the beginning: preparation, recognition during the operation, if necessary to turn to open conversion. Know the anatomy, take care for the patient's safety, and precise preparation. And this is ending with the safe surgery like this. This has to be like this, not in another way. And then you have to be always on the safe side. Thank you very much. I'm sorry for the videos. I will talk with the guys thereafter. Thank you very much for this excellent talk. So we have time for only one question from the audience. The questions will be fine. No, oh, yes, only one. What is your complication rate for the retroperitoneal approach, and comparing the transperitoneal recording approach? stopped. My complication rate is, if you will ask me, after 20 years experience, almost zero. But I'm expecting for every case another complication. It's why, because I have been careful, I'm not overestimating myself. That's why. If you will do the same way, you will have also zero complication. Don't worry. Okay, thank you. Now we move to the partial adrenalectomy in challenging cases with Professor Langerhans. Thank you. I'll try to keep it sort of short and have you enjoy the lunch in time. So I'll talk on partial adrenalectomy and some challenging cases. First of all, I would like to start, what are the indications for partial adrenalectomy? Maybe hands, who in the audience is doing laparoscopic surgery? So there's a very few. Is any one of you doing partial adrenalectomies? Yes. Okay, so oh, it's running again by itself. Could you go back? So I would like to, first of all, show you, if we go back, the indications for partial are really minimal. So if you look at the textbooks, for instance, Campbell's Urology, if you read the part on partial adrenalectomy, there's very few indications. Patients who have one adrenal, there is a clear indication for partial, or bilateral tumors, there could be an indication, and patients, as I already said, with hereditary pheochromocytoma, because they have a rate of recurrence, there could also be an indication to a partial. And in the textbook, aldosterone-producing adenomas are mentioned as well as a good indication, but I would like to show that I'm doubting whether that is really true. So again, hereditary pheochromocytoma is a clear indication, especially in the von Hippel-Lindau and Mantoux syndromes, because these are benign pheochromocytomas. If you do a partial, there's no increased surgical risk, so complication rates are as high as in a radical adrenalectomy. It's important to know. But if you have to go back to the same adrenal after a partial, a few years later, life gets really difficult and it's much higher risk for recurrence. Something to consider. Then in bilateral Cushing tumors, we once in a while do partials or non-functional adenomas, but on the other hand, you could ask yourself, why would I remove a non-functional adenoma?
And definitely for adrenal cancers, metastasis, there's no room, I believe, for partial adrenalectomy. And it should always be technically feasible, obviously. So, for instance, in aldosteronomas, as mentioned in Campbell's Urology, aldosterone-producing adenomas, quite often you clearly see an adenoma, like in this case, and you can cut it off, and you would consider the patient being cured. The question is whether that is really true. So we did a research project in our center on this topic. We had 15 patients. We removed the adrenal completely. All these patients had, on a preoperative CT scan, a single adenoma. At least that's what we thought. And we put the adrenals under the MRI scan, and we looked at them macroscopically. And already in this patient, you can see there's one bigger dominant adenoma, you can see here. But there's also a smaller adenoma in the same adrenal that didn't show on the CT scan. So again, the macroscopic images, you see multiple adenomas in the same adrenal where you expected it to be one aldosterone-producing adenoma. Again, under the 12 Tesla MRI, you see the dominant bigger adenoma, and then a smaller one besides the bigger adenoma. So we stained these adrenals with immunohistochemistry. We asked the pathologist to have a look at these adrenals, and he found indeed 2 adenomas. And then with immunohistochemistry, we found that only the bigger one was aldosterone producing and the smaller one was not aldosterone producing. And of our 15 patients, in fact, we found almost 90% of these adrenals had multiple nodules instead of the one that we expected it to be. And of these 15, half of them had multiple aldosterone-producing adenomas. Even there was one patient who had 7 adenomas in that one adrenal producing aldosterone. So if you remove the dominant adenoma, you probably leave 6 adenomas behind, still producing aldosterone. Just something to consider in Conn's disease or primary aldosteronism. And we published this last year in European Urology, basically to warn for partial adrenalectomy in this specific disease. And this is also the Endocrine Society guideline that in primary aldosteronism, basically there's no indication for partial adrenalectomy. And we hope in the future that we can do selective immunofluorescence of these adrenals to see if there's multiple functional adenomas in that adrenal. So we have a case here of a 53-year-old patient, came to me with no previous surgery and specifically wanted me to do a partial adrenalectomy. I was a bit reluctant and I discussed the pros and cons of a partial, in this case in aldosterone-producing adenoma, but he insisted to have this partial. And at the end, we concluded, okay, we will do it, and I would like to show you the video on a partial. So as I already mentioned, for specific indications, I tend to use the robotic system. We have the X system in Nijmegen, and basically we use the extra arm, so the 4th arm, for retracting of the kidney, and the procedure is basically similar to the laparoscopic approach. So you free the spleen and the pancreas on the left side. As you can see here, pancreatic tail comes off and is medialized, and then on the right side of the scissors is the adrenal. It can already be recognized by its contour within Gerota's fascia. And there, clearly the adenoma is also already visible. And same as for radical adrenalectomy, you start opening Gerota's fascia on the lateral side of the adrenal and dissect the plane with the kidney and free the adrenal from the kidney. And then you can here easily macroscopically already see the adenoma, but in these cases I tend to use the endoscopic ultrasound to see the boundaries and the limits of the adenoma. So then I work my way back to the renal hilum, find the renal vein and the adrenal vein,
And in fact, you can clip the adrenal vein without a problem. You can do a partial, clip the vein, still it's vital. And that is because of all of the arterial branches towards the adrenal running from the different areas are still intact. So basically, you mobilize the adrenal as you do in a radical procedure, then identify the adenoma, either use the endoscopic ultrasound or have your macroscopic view, and then clip the adrenal vein. When necessary, in this case, the adenoma was draining into this main vein, so we had to clip it. And once it's clipped, you can cut the vein, and then you work your way to the medial side of the adrenal and free the adrenal on the medial side. And then basically, once you've identified the adenoma, you just cut straight through the adrenal tissue. And as Ali Ghazan already mentioned, adrenal tissue is really fragile. It's easily bleeding. So you either need your energy device. In this case, we use the monopolar scissors, which is not ideal, I believe, in the robotic system for this operation, but it's feasible to just cut through the healthy adrenal tissue, coagulate, and this way work your way in between healthy adrenal tissue and the adenoma. And then it's almost released, and you cut the last parts across the adenoma and remove it. So basically, this is just to give you an idea that a partial is feasible. It's not a higher chance of complications as long as you make sure the hemostasis is in order and you use your energy device for this. So we had an uneventful operation in this case and a short hospital stay. And I saw the patient up to 5 years later, and he still has no recurrence, fortunately, in this case. So what about challenging cases? Besides partial adrenalectomy, what else does an operation on the adrenal make a challenge? I believe pheochromocytoma, because of the high vascularization and the hemodynamic aspects. Size obviously makes life more difficult, and we prefer a transperitoneal approach for the bigger tumors. And any adhesion or infiltration obviously is a risk. Same for the surgeon. Experience, you asked about learning curve. In my opinion, when you're an expert laparoscopic surgeon, the learning curve for an adrenal will be somewhere between 10, 20 procedures. But in our experience, you see the operating times flatten out after only 40 to 50 cases. So there is a learning curve, and experience is important. And also your physical state. When I do laparoscopic adrenal surgery, I start in the morning doing this. I don't do the complex operations at the end of the day. I start doing laparoscopy, and I always start doing pheo. When there's a pheo on the program, I start doing that in the early morning. Single port surgery, we've tried it. I think there's not much benefit for single port surgery in adrenal surgery, although it's feasible, but it makes life more difficult. And again, already discussed, obesity is a risk factor for any surgery in general, but also for laparoscopy. So this is a challenging case. I think because of the sake of time, I will not show you the video, but this was a 75-year-old male patient with a low BMI who had a primary aldosteronism. This is a remarkable case because aldosteronomas are normally small tumors below 3 centimeters, and this was a very big one, very exceptional case. So we decided to do a laparoscopic approach, and in this case, operating time, 2 hours, minimal blood loss, and a short hospital stay. And in fact, we were able to radically remove this tumor, and it appeared to be a benign tumor, so there was no clear indication that it was an ACC. And on follow-up, patient showed no recurrence. But then again, I have to stress it's important to talk in your multidisciplinary team, talk to your radiologist, your endocrinologist. Are we sure this is not ACC? And what is the risk of doing a laparoscopic approach in such case?
And then I think if you discuss this and you're an expert surgeon on this, you can do it, and it's feasible and safe. So my conclusion is that partial is feasible. Indications are very limited. I'd like to stress that. But there are some indications for partial adrenalectomy. You can do it laparoscopically or robotically. And I hope to develop more functional imaging in the future with fluorescence that could help us doing adrenal sparing surgery. And the complex cases obviously need tailoring and probably also centralization and expert surgeons to do them. Okay, so thank you for your attention. If any questions are there, please feel free. Dr. Langenhausen, I think we are out of time, so we don't have enough time for questions. But we will discuss two cases which will be presented by, the first case will be presented by Dr. Shekhar from La Rapta Hospital, and we will have time to discuss the cases together. Okay. Dr. Shekhar, you can present your case, please. Thank you very much. It's a great pleasure to be accepted into the European School of Urology courses. And let me present a case presentation about bilateral pheochromocytoma. This is a 32-year-old female patient without surgical history, recently diagnosed with insulin-dependent diabetes and hyperparathyroidism. This patient presented with uncontrolled hypertension. She complained of 2 weeks duration headaches and palpitations. Her blood pressure was ranging from 115 to 120 millimeter of mercury. But the body mass index was 21. No Cushing syndrome was found. Laboratory tests showed a normal thyroid function. At 24-hour urine catecholamine tests, elevations of noradrenaline at 120 and adrenaline at 189. Abdominal CT scan showed a 77 centimeter right adrenal tumor with a density of 13 Hounsfield units. The tumor was heterogeneously enhanced with patches of necrosis and 20% washout. It was pushing the inferior vena cava upward, coming in contact with the posterior border of the head of the pancreas and the liver. There was a 3 centimeter left adrenal masses with the same characteristics. The diagnosis of bilateral pheochromocytoma was suspected. So a multidisciplinary team consisting of endocrinologists, urologists, cardiologists, and anesthesiologists was involved in treatment management. Cardiology team performed the transthoracic echocardiogram, which showed a normal left ventricular ejection function of 82% and no pulmonary hypertension. Patient's blood pressure
was controlled with the association of nicardipine and prazosin, and an open right adrenalectomy was first performed. After the removal of the tumor, the lowest recorded blood pressure was 18 millimeter of mercury. The patient was normotensive after 2 hours of noradrenaline infusion. During the first post-operative 24 hours, the patient blood pressure was controlled with low doses of hypertensive treatment, of antihypertensive treatment. Glycemia was normal. Histological examination confirmed the diagnosis of pheochromocytoma. 1 month after the first surgery, a left adrenalectomy was performed in a second time. The surgical procedure was uneventful. Pheochromocytoma was also confirmed by the histological examination. The patient received corticosteroid replacement therapy. After a 3-month follow-up, urine catecholamine levels were normalized. The blood pressure was normal without the treatment. The question, could we have done a partial left adrenalectomy? Donc, thank you. I think Dr. Langenhausen has the answer. Microphone for him, please. Thank you for a very interesting case, a very serious disease in a very young patient. So I probably would recommend to involve the genetic physicians as well to see if there's a hereditary pheochromocytoma in this patient. So you choose for a multi-stage surgery. We probably would choose for a single operation. Why? Because we tend to do alpha blockade for these patients in a 2-week course before operation. So it's quite an intensive period for the patient to be prepared for the operation. And then I would have chosen probably for a bilateral approach in one time. And then I think, as Professor Gerson already mentioned, when you do a bilateral surgery, the retroperitoneal laparoscopic approach is preferable because you don't have to switch the side of the patient and turn the patient, so it's quite fast and it's safe even in pheochromocytoma. And as to your question, my experience, I probably would have tried to do a partial on the left side, but I need the images because my experience is if you leave like 30% of normal adrenal tissue, then you will probably have quite a good cortical function after a partial. But if the tumor is replacing all the adrenal and there's no normal tissue left, it's probably not feasible to do partial or not useful to do partial. And then we would do a bilateral radical resection as well. Thank you, Dr. Langenhausen. And I think this patient should be referred to genetic analysis because it's a bilateral pheochromocytoma. So we can move to the second case, which will be presented by myself. I will stay in my place, and if you can pass the slides, please. Les diapos, s'il vous plaît. So I would like to share with you a case of, next slide, please, of a patient that have been treated 2 years before. She's a nurse working in the same clinic. She's 31 years old. The particularity of this case is the obesity of the patient with a body mass index of 45.7. Her weight was 120 kilos. She has been suffering from severe hypertension for 2 years, requiring 3 antihypertensive drugs for the last 3 months. Next slide.
endocrine evaluation showed normal aldosterone to renin ratio with normal urinary free cortisol. The urinary norepinephrine level was 17 times the normal range, and urinary metanephrine level was 21 times the normal range. So pheochromocytoma was suspected. Next slide, please. And a CT scan was performed showing a 51 millimeter right adrenal enhanced mass, very close, of course, to the vena cava, with a normal left adrenal gland. There were no other abnormalities. Next slide. So it was a right 5.1 centimeter pheochromocytoma in a 31-year-old obese patient. So the main issue of this case, next slide, please. The main issue of this case is to discuss with you the surgical approach. There are three main difficulties. The diagnosis of pheochromocytoma first, the right side and the size, 5 centimeter, 5.1 centimeters. And the main difficulty was the obesity of the patient with a body mass index of 45. So the first proposition is the open right subcostal approach. I would ask the audience who would prefer this approach. Please raise your hands. Nobody. So the second approach is the right flank, open flank incision, the right lumbotomy. So who would prefer this approach in the audience? Please raise your hands. Only one, two. So everyone will do laparoscopical approach, as we can see. So the third proposition is transperitoneal laparoscopy. Okay. And the fourth proposition is retroperitoneal laparoscopy. And I would microphone, please. Actually, as we have also discussed with Dr. Langenhuisen, it will be anyway difficult if the patient is 150 kilo and you are entering this abdomen transperitoneally, you will see just yellow. You will need at least additional 2 trocars to being able to at least to reach this loge of adrenal. Retroperitoneal laparoscopy can be an advantage. At the end, I'm thinking even you can start retroperitoneally, and then in case you can combine it. You can go how much you can go retroperitoneally, as much as you can control, and then you can go transperitoneally for removing the mass. This can be an option. I would start retroperitoneal, see how much I can advance, and if I will reach my limits, then I will go put 2 more trocars, go transperitoneally. This will be anyway a little bit more easier. Thank you. I would choose a transperitoneal approach. As I said, BMI 35 for me is the cutoff to stay in a retroperitoneal approach. Above 35, it gets very difficult, especially in prone positions. Too much weight on the space, or there's no space. And the anesthesiologist starts to complain as well because of respiratory problems. And from my experience, I had once a severe bleeding retroperitoneally from the caval vein, and that is extremely difficult to solve in a retroperitoneal approach because you have no space. There's no space for using a stitch or anything like that. So I would always go in a complex patient for transperitoneal approach because you have more working space, more backup. If anything goes wrong, you have the faster opportunity to convert as well. So for me, this is a clear case that would go in a
transperitoneal approach, and I prefer this over open because even open this is very way up. It's difficult to reach this adrenal. I think it's easier to do a laparoscopic approach in such patients. One question for you. The abdominal wall in that woman is very thick. So what if we choose the transperitoneal approach and the trocars could not reach the interior of the abdomen because of the short length? What if? To my experience, if you put the patient in a lateral flank position, it's quite, mostly it's possible to use the regular trocars. They're long enough. But they're longer trocars if you like. You can choose those. But in this case, I think it's feasible to do the regular laparoscopic approach in a lateral flank position. But there's always, you have to always prepare for different situations, and then the extra length trocars are available. So if you like, you can have those in your operating theater. So if we have, last question. Last question for the panel or for the experts. For the case of metastatic pheochromocytoma, do we have data that we show that we must operate the primary site, the adrenectomy? What we do? We operate the first site, or we choose the chemo or other things? It's a very good, very interesting question, because it's often a very difficult discussion in the multidisciplinary team. And quite often the primary is the bigger lesion. So in that case, we choose to remove the biggest lesion, the adrenal itself, basically in a palliative setting to get down the adrenalins, right? So, and quite often these patients have difficult spots of metastasis in the bone, for instance, that are not surgically feasible. So we take out the primary to try to reduce the adrenaline levels, and then probably treat with a radioactive, like an MIBG treatment, to also in a palliative reason to get down the adrenalines, not for cure. I mean, these patients are incurable. Survival differs, can be long, can be short. There's very wide range of survival, but in general, it's a lethal disease, a metastatic pheochromocytoma. But definitely, I believe a place for surgery in the first instance. Yes. Okay, thank you. We come to the end of this session. I would like to thank the speakers for this, for their very high level scientific content, and I would like to thank also the audience for the patience. Now we have to go to have lunch. We have lunch boxes at the lobby, just in front of the reception. Thank you very much, and see you in the next EAU course. Cette première séance donc s'intéresse à une pathologie assez courante et qui pose encore beaucoup d'énigmes et qui pose beaucoup de controverses concernant certaines particularités de cette pathologie, à savoir les tumeurs rénales, avec ces trois versants, les petites tumeurs, les tumeurs localement avancées et les tumeurs métastatiques. Sans trop tarder, donc, on va commencer par la première conférence qui va être présentée par notre ami le Dr Askri, qui est radiologue. Comme vous le savez, donc, depuis quelque temps, avec l'avènement des nouvelles technologies du traitement focal, ce sont plus les radiologues qui se sont mis au traitement de ces tumeurs. Et que nous, tous urologues, donc, on a cédé la place à nos amis radiologues. Donc, il va nous présenter un peu l'expérience et les indications et les résultats de cette technique. Je te passe la parole. Alors, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de ce sujet, en fait, le traitement focal des petites masses rénales. Alors, aujourd'hui, nous disposons de plusieurs techniques de thermoablation, que ce soit par la chaleur, représentée essentiellement par la radiofréquence et les micro-ondes, dont l'objectif est d'atteindre des températures très élevées, au-dessus de 60 degrés, ce qui va permettre d'aboutir à une nécrose par thermocoagulation. Ou le traitement par le froid, ce qu'on appelle la cryothérapie, et là on va atteindre des températures très basses, aux alentours de moins 20 degrés,
on va obtenir une boule de glace au bout de la sonde, ce qui va donc entraîner une mort cellulaire. Les avantages de la radiofréquence et des micro-ondes par rapport à la cryothérapie, ce sont des techniques qui sont actuellement disponibles, moins coûteuses, et ce sont des procédures plus rapides. Les avantages de la cryothérapie, c'est une technique qui peut être réalisée sous anesthésie locale. Et en plus, on peut visualiser lors de la procédure la boule de glace, ce qui va permettre une meilleure précision de la couverture tumorale, comme c'est le cas ici, où on voit très bien la boule de glace qui déborde largement sur la tumeur. Donc on est sûr qu'on a traité la totalité de la tumeur avec une petite collerette de parenchyme sain. Un autre avantage de la cryothérapie, c'est le traitement des lésions centrales. Il faut savoir que le tissu conjonctif de l'urothelium n'est pas endommagé par la glace, et donc on a moins de risques de lésions des voies excrétrices telles que les fistules ou les sténoses urétérales. Mais il y a une contrainte majeure, c'est le surcoût, et en plus il faut savoir que cette technique malheureusement n'est pas encore disponible dans notre pays. Dans une revue de la littérature avec plus que 3900 patients, on a comparé la thermoablation à la néphrectomie partielle. On a remarqué qu'il n'y avait pas de différence significative, tant au niveau de la mortalité liée à la maladie, ou de la récidive locale, ou également l'apparition de métastases. Donc, cette revue de la littérature a également démontré qu'on avait une meilleure préservation de la fonction rénale avec un taux de complications inférieur dans le groupe traité par thermoablation comparativement à ceux traités par néphrectomie partielle. Maintenant, quels sont les patients qui peuvent bénéficier de ce traitement? Donc, la dernière mise à jour de 2022 de l'EAU concernant la prise en charge des tumeurs rénales, en gros, on a toujours les mêmes indications déjà connues, c'est-à-dire les contre-indications relatives ou absolues à la chirurgie, telles que la présence de comorbidité, en cas de rein unique anatomique ou fonctionnel, en cas d'insuffisance rénale avec un risque d'insuffisance rénale terminale après traitement, et un cas particulier des maladies de von Hippel-Lindau en cas de tumeurs bilatérales ou multiples. La dernière, donc, les guidelines de l'ASCO publiées en 2017 pour la prise en charge des petites tumeurs inférieures à 4 cm. La première recommandation qui est connue, donc le traitement standard des petites tumeurs inférieures à 4 cm, c'est la chirurgie lorsqu'elle est possible. Et la deuxième recommandation, c'est que ce traitement percutané devrait être considéré comme une option chez les patients chez qui on peut aboutir à une nécrose complète. Quelles sont les tumeurs qui peuvent bénéficier de ce traitement? Le critère majeur, c'est la taille tumorale. Dans ce tableau, on voit très bien que le taux de récidive locale ou de complications majeures, il est inférieur à 2% lorsque la tumeur est inférieure à 4 cm, et ce taux va grimper jusqu'à 20% lorsqu'on dépasse les 7 cm de diamètre. Un autre critère, c'est le siège de la tumeur. D'ailleurs, on distingue les tumeurs ayant un développement exophytique de celles du siège cortical, les tumeurs mixtes cortico-sinusales et les tumeurs centrales ou endophytiques. En effet, on a remarqué que le taux d'efficacité du traitement percutané est très important, aux alentours de 100% en cas de tumeur exophytique ou corticale. Ce taux d'efficacité va baisser à 78% environ en cas de lésion mixte et encore plus vers 60% en cas de lésion centrale. Le siège est également corrélé à la survenue de complications. On a remarqué que lorsque la lésion elle est exophytique ou corticale, le taux de complications il est aux alentours de 15%, et ce taux va grimper jusqu'à 40% en cas de lésion mixte et surtout en cas de lésion centrale. Bon, techniquement, les tumeurs de la lèvre postérieure sont les plus faciles à traiter car généralement elles sont situées à distance des organes de voisinage, contrairement aux lésions de la lèvre antérieure où là, on doit respecter une marge de sécurité de 5 mm pour éviter la lésion des organes de voisinage. Lorsque cette marge est inférieure à 5 mm, on peut utiliser ce qu'on appelle l'hydrodissection par l'injection de sillon physiologique, comme c'est le cas ici, pour faire éloigner la tumeur qu'on va traiter du foie, ou la carbodissection par l'injection de CO2 pour faire éloigner le côlon et éviter ainsi le risque de perforation colique. Les complications sont souvent mineures. Il s'agit souvent d'un syndrome post-ablathermie, c'est-à-dire une fièvre, des douleurs ou un syndrome pseudo-grippal, souvent rapidement résolutif, et parfois des douleurs transitoires sur le trajet du nerf intercostal ou du nerf génito-fémoral. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc les complications majeures sont souvent rencontrées en cas de lésion centrale.
Souvent, c'est des lésions vasculaires telles qu'un hématome rétropéritonéal, un foie néphrisme dans l'artère rénale, les lésions des cavités excrétrices telles que l'urinum, la fistule et la sténose urétérale, et enfin les lésions d'un organe de voisinage telles que le côlon, le foie ou la rate. Donc, toujours dans la même dernière mise à jour de 2022 des guidelines de l'EAU, la recommandation c'est d'éviter de traiter les lésions qui font de traiter les lésions qui sont supérieures à 4 cm de diamètre ou celles de siège central ou à proximité de l'urtère. Maintenant, quelle est la place de la biopsie? Dans un article publié en 2018, où les auteurs ont traité 369 tumeurs, ils ont fait des biopsies dans 317 cas, et ils ont remarqué que dans 17% des biopsies, il s'agissait d'un oncocytome, d'un angiomyolipome, voire un appât non contributif. Donc aujourd'hui, la biopsie est indispensable avant tout traitement percutané. Elle permet ainsi d'éviter de traiter les lésions bénignes. Elle confirme le diagnostic de malignité et de déterminer ainsi le grade histologique, qui est un facteur pronostic important. Cette biopsie peut être réalisée 2 à 4 semaines avant la thermoablation, voire même le jour de la procédure en cas d'aspect radiologique très évocateur de tumeurs malignes. Pour le suivi des patients, on a remarqué que dans 70%, les récidives sont détectées les 3 premiers mois et dans 92% durant la première année. C'est pour cela, généralement, on fait un examen de référence 1 mois après le traitement, ensuite tous les 3 mois la première année, tous les 6 mois la deuxième année et ensuite tous les ans. Donc, pour conclure, la néphrectomie partielle reste le traitement standard des tumeurs classées T1A lorsqu'elle est techniquement faisable avec une morbidité acceptable. Mais aujourd'hui, les techniques de thermoablation constituent une alternative à la chirurgie pour les tumeurs inférieures à 4 cm. Ce sont des techniques efficaces avec des résultats qui sont comparables à ceux de la néphrectomie partielle, avec une morbidité qui est faible si les règles de précaution sont respectées. La durée de séjour des patients est plus courte comparativement à la néphrectomie partielle. Et j'insiste sur la bonne sélection des candidats dans les RCP. Enfin, ces traitements peuvent être répétés lorsqu'il existe une récidive ou un reliquat tumoral. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup donc, pour cet excellent exposé, très clair. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais en attendant qu'il y ait des questions dans la salle, j'ai 2 petites questions en fin de compte. La première concernant le risque de récidive. On sait qu'actuellement, le risque de récidive est plus élevé dans la radiofréquence que dans la cryoablation, avec 13% pour la radiofréquence et 5% pour la cryoablation. Et il est nettement moins pour la néphrectomie partielle qui est estimée à 3%. Est-ce que vous avez constaté ça dans votre pratique? Deuxièmement, c'est qu'il y a peu de centres actuellement qui pratiquent cette technique. Du moins, on sait, en Tunisie, il y a peut-être, c'est au nombre de doigts. Est-ce que le fait d'avoir des radiologues expérimentés et une augmentation du nombre du centre qui traite ce type de tumeur par ces techniques mini-invasives, est-ce qu'on ne va pas voir s'élargir les indications comme c'est proposé actuellement, particulièrement pour les tumeurs dont la taille supérieure à 4 cm, les tumeurs kystiques, les tumeurs multiples dont la taille supérieure à 3 cm, ou pour les récidives après une première tentative de cryoablation. Donc, quelle est votre expérience, si vous pouvez répondre? Alors, pour répondre à votre première question concernant les récidives, on a effectivement remarqué qu'avec la radiofréquence, on a un taux plus élevé de récidives par rapport à la néphrectomie partielle. Ceci s'explique en fait surtout pour les lésions de siège central qui sont situées à proximité des vaisseaux, parce qu'on a une déperdition de la chaleur. Donc, les vaisseaux empêchent d'atteindre les températures élevées, puisque le sang il est en 37 degrés, donc il empêche d'atteindre des températures élevées. Et on a remarqué que les reliquats sont souvent situés sur le versant central de la zone traitée. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, je pense, à mon avis, il vaut mieux éviter de traiter les lésions centrales, premièrement à cause du risque de récidive et surtout à cause des risques de complications majeures. Pour les lésions corticales, généralement, on a de bons résultats avec une efficacité aux alentours de 100%. Alors, pour la deuxième question... L'élargissement des indications aux tumeurs kystiques, les tumeurs sinusales, les récidives après première tentative et les tumeurs dont la taille supérieure à 4 cm ou les tumeurs multiples dont la taille supérieure à 3 cm. Pour les tumeurs qui sont supérieures à 3 cm, je pense qu'il faut garder ça dans... De toute façon, il n'y a pas beaucoup de centres qui font ça, parce que
c'est encore en cours de validation. D'ailleurs, les dernières recommandations, c'est d'éviter en fait de traiter des lésions supérieures à 4 cm. Il y a certains centres qui font ça, surtout avec la cryothérapie, qui permet d'avoir des zones de nécrose plus importantes comparativement à la radiofréquence ou au micro-ondes. Et pour les tumeurs multiples, c'est une très bonne indication. On a fait quelques patients qui sont suivis pour des maladies de von Hippel-Lindau. Donc on traite, et l'avantage de ce traitement percutané, c'est qu'on peut revenir et faire une autre séance en cas de récidive ou de reliquat tumoral. Pour les tumeurs kystiques, honnêtement, je ne sais pas, j'ai vu dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de centres qui font ça. Ce n'est pas encore validé en plus. Merci, docteur. Merci, professeur Leul, de me donner la parole. C'est un honneur pour moi d'être justement parmi ce panel. Donc, merci, docteur Askri, pour cette présentation. Donc, je ne sais pas, en fait, si vous avez un recul avec ces types de traitements. Et dans le même fil d'idée, j'allais poser la question concernant les tumeurs mixtes, les tumeurs solido-kystiques, n'est-ce pas? Donc, vous faites une biopsie, elle est obligatoire, puis vous faites du traitement ablatif, soit par radiofréquence ou cryothérapie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez dans votre centre, mais en fait, c'est exposer le patient davantage à une dissémination. Alors, est-ce qu'il y a dans la littérature justement un rationnel scientifique pour un traitement justement ablatif mini-invasif pour ces tumeurs solido-kystiques? Bon, personnellement, on en a fait peut-être quelques-unes, surtout chez les patients suivis pour maladie de von Hippel-Lindau. On a vu quelques cas de tumeurs mixtes, mais on n'a pas fait beaucoup ce type de tumeur. Et pour les biopsies, lorsque l'aspect radiologique est très évocateur de tumeurs malignes, on fait le jour même la biopsie pour éviter, parce qu'il y a toujours un risque de complications après la biopsie. Parfois, ça retarde le traitement. Mais lorsqu'on a un doute, de préférence faire une biopsie 2 semaines avant, à 1 mois avant la procédure pour s'assurer qu'on va traiter une tumeur maligne et non pas une lésion bénigne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, je pense que c'est clair. Il faut encourager les gens à envoyer de plus en plus des malades pour le traitement focal, surtout pour les petites tumeurs et les tumeurs héréditaires. Donc, on passe au second volet, c'est la chirurgie de préservation de ce type de tumeur. Et je passe la parole au Dr. Honest, qui est un collaborateur proche de Yassine Nouira. Lui-même, c'est l'élève et le collaborateur de notre maître professeur Ali Harjani, que je profite ici pour saluer. Donc, bon après-midi à tous. Je suis Dr Yassine Ouanès du service d'urologie de l'hôpital Larabta de Tunis. Je remercie le bureau de l'ATU qui m'a chargé de vous parler aujourd'hui de la chirurgie de préservation rénale pour les petites tumeurs du rein. Donc, comme vous le savez tous, la chirurgie de préservation rénale, c'est la technique de référence. Si elle n'est pas réalisable pour des raisons techniques, soit du fait de sa complexité ou de sa taille, ou lorsque le rein est détruit, de mauvaise qualité, la néphrectomie élargie est alors indiquée. Donc, cette chirurgie a 3 impératifs. Le premier impératif est oncologique, qui est le premier impératif. Le deuxième, c'est la préservation de la fonction rénale. Et le troisième, c'est de limiter les complications autant que faire possible. Donc, je vais commencer par vous parler de la survie globale concernant cette technique chirurgicale, à travers ce seul essai clinique randomisé que j'ai trouvé dans la littérature qui parlait de notre sujet. La courbe, à partir des résultats de cet article, de cet essai clinique randomisé, a montré que le taux de survie à 10 ans était de 79,6% pour la néphrectomie élargie, alors qu'il était de 78% pour la chirurgie de préservation. Le test statistique de non-infériorité est non significatif, c'est-à-dire que ces 2 techniques sont comparables en matière de survie globale. Concernant la préservation de la fonction rénale, à travers cet essai clinique prospectif, le seul d'ailleurs que j'ai retrouvé dans la littérature, cette courbe montre qu'à moyen, à court, à moyen et à long terme, la chirurgie de préservation du rein préservait mieux la fonction rénale à long terme. D'ailleurs, ceci a une conséquence. Préserver le parenchyme rénal va entraîner une diminution des risques d'infarctus du myocarde et d'incidents cardiaques. Ceci
explique mieux la préservation, l'allongement de la survie globale chez ces patients. En ce qui concerne les complications post-opératoires, je vous présente cet essai clinique randomisé qui a comparé ces deux techniques chirurgicales en matière de complications. Donc la chirurgie de préservation du rein, la néphrectomie partielle, est une technique qui est sûre, avec un taux de complications plus élevé, mais la plupart des auteurs s'accordent à dire que ces taux sont comparables, non significatifs. Passons maintenant à ce qui concerne les techniques de clampage pédiculaire, l'ischémie du rein, à travers cette revue de la littérature et cette méta-analyse. 3 faits importants sont à relever. Le premier, c'est que les patients qui avaient une fonction rénale altérée au préalable ont un plus mauvais pronostic en ce qui concerne la préservation du parenchyme rénal et la fonction rénale. Deuxième fait, alors là, tous les auteurs s'accordent à le dire. Il faut faire un clampage qui doit ne pas excéder les 25 minutes. C'est un seuil, c'est le seuil à ne pas dépasser. Troisième fait important, et ceci constitue d'ailleurs un sujet de débat encore de nos jours. Les techniques où on ne clampe pas le pédicule rénal, où on fait un clampage sélectif ou même un clampage parenchymateux, ne sont pas supérieures au clampage inférieur à 25 minutes. Donc, voici les recommandations de 2022 de l'Association européenne d'urologie en ce qui concerne les différentes techniques opératoires. C'est vrai que la laparoscopie robot-assistée ont de moindres complications, une diminution du temps d'hospitalisation, etc. Mais tous les auteurs s'accordent à dire qu'il faut faire ce qu'on sait faire. Les meilleurs résultats, les moindres complications sont retrouvés dans les centres de référence qui font ces chirurgies. La flèche bleue, Hospital Volume, c'est la pratique du centre en question. Un petit mot en ce qui concerne l'embolisation préopératoire. Donc, à travers cette revue de la littérature et cette méta-analyse tout à fait intéressante, voici le tableau qui récapitule les résultats. L'embolisation préopératoire est une technique sûre et qui réduit significativement les pertes de sang. Donc, elle est à envisager en cas de difficultés opératoires prévues. Passons maintenant au problème épineux des marges chirurgicales positives en cas de chirurgie de néphrectomie partielle, qui est rencontrée dans 2 à 8% des cas, selon cette revue de la littérature et cette méta-analyse. Les études que j'ai revues, les plus récentes du moins, s'accordent à dire que les différentes techniques opératoires, que ce soit la chirurgie à ciel ouvert, la laparoscopie ou l'assistance robotique, ne sont pas pour l'instant conclusives pour notre sujet. Voici une étude tout à fait intéressante parue dans European en 2010. Donc, une marge chirurgicale positive est rencontrée le plus souvent dans les cas suivants, lorsque la chirurgie était difficile, c'est-à-dire les cas où il s'agit d'un rein unique, avec une tumeur sur un rein unique, ou les cas de bilatéralité avec une multifocalité tumorale, et aussi dans les cas où il s'agit d'un PT2, un PT3 ou un grade 3 à 4. Fait très important que j'ai retrouvé, c'est que la positivité des marges chirurgicales ne semble pas influencer de manière très importante, du moins, le taux de survie spécifique et les taux de survie global. Par contre, j'ai relevé cette revue de la littérature qui a évalué à peu près 4000 patients opérés pour tumeur du rein par néphrectomie partielle. Donc, on encadré 173 patients opérés avec des marges positives, 13 seulement ont présenté une récidive. Par contre, 39 patients avec des marges négatives ont présenté une récidive. Donc, à travers cette étude, nous pouvons faire 2 conclusions. La première, c'est qu'avoir des marges chirurgicales positives n'est pas synonyme de récidive. Loin de là. Le taux est faible. Deuxième fait important, c'est qu'avoir des marges chirurgicales négatives, ce n'est pas aussi une assurance. On peut avoir des récidives aussi. Autre méta-analyse parue dans Urologie en 2022, assez récente. Voici le résultat, le tableau récapitulatif des principaux résultats. Et les auteurs de cette étude ont retrouvé que les marges chirurgicales positives sont associées à une augmentation de la récidive
des métastases et de la mortalité spécifique et globale. Donc nous sommes devant un véritable dilemme, un véritable problème. D'une part, la plupart des auteurs s'accordent à dire qu'avoir des marges chirurgicales positives sont associées à une augmentation de la récidive locale à distance et par conséquence de la survie. D'autre part, il ne faut pas tomber dans le piège du surtraitement et ses complications. D'autant plus que, comme nous l'avons vu, le risque d'avoir une récidive est faible, 2 à 8% selon la méta-analyse la plus importante. Donc, quelles sont les solutions apportées ou proposées par les auteurs de cette méta-analyse? Tout simplement, c'est une meilleure surveillance, plus fréquente, avec des examens d'imagerie plus répétés que chez les autres patients, tout simplement. Il y a aussi des thérapies ablatives, des techniques non invasives qui sont en cours et dont les résultats nous apporteront peut-être d'autres solutions. J'en viens maintenant aux conclusions. Donc, 3 messages à travers cette plaque. Tout d'abord, il faut limiter le temps de clampage à 25 minutes. Ça, c'est clair. Pour les techniques de clampage sélectives ou sans clampage, elles ne sont pas meilleures qu'un clampage inférieur à 25 minutes. Du moins, c'est ce qu'ont révélé les études jusqu'à présent. Troisième point, l'embolisation préopératoire est une option à envisager en cas de difficulté, car c'est sûr et elle diminue les risques de complications. Donc, il faut l'avoir en tête. Et vu le risque faible de récidive locale, il ne faut pas tomber dans le surtraitement, dans la radicalisation, la néphrectomie élargie pour traiter ces marges chirurgicales positives. La meilleure option, c'est la surveillance. Wait and see. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellence exposée. Donc, c'était clair. Il y a des messages qui sont passés. Donc, en attendant qu'il y ait des questions de la salle, j'ai peut-être 2 petites remarques. On sait qu'actuellement, avec la vulgarisation, la diffusion et l'amélioration des techniques d'imagerie, qu'on a de plus en plus, on découvre de plus en plus des tumeurs de petite taille, parfois de façon fortuite, et on est amené à faire des néphrectomies partielles qui permettent, comme vous l'avez dit, de préserver la fonction rénale et de limiter les pertes néphrogéniques. Mais il y a deux points, moi, personnellement, dans mon expérience personnelle, je sais que 2 points qui doivent être discutés au cours de cet exposé, à mon avis. Le premier, c'est le clampage pédiculaire. Je pense qu'il ne faut pas s'entêter. Il faut faire un clampage parce que ça permet de limiter. Si on est rapide, si on est habitué, ça permet de limiter les pertes sanguines, ça permet de voir mieux les limites chirurgicales, ça permet de fermer les voies septiques si elles sont ouvertes, ça permet de faire une collerette de parenchyme sain, donc de partir un peu avec un peu plus de sécurité. Et le plus souvent 25 minutes, le temps optimal de clampage pédiculaire d'ischémie chaude, c'est tolérable et on arrive à faire plus souvent de faire cette chirurgie et de faire l'hémostase. Donc ça, c'est le premier point. J'ai essayé avec les nouveaux appareils de ligachot, les transfuseurs, tout ça, sans clampage pédiculaire, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut continuer à être classique, clampage pédiculaire, résection de la tumeur, et si possible, une petite marge de tissu sain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la marge chirurgicale. Comme vous l'avez dit, une marge chirurgicale positive ne signifie pas obligatoirement une récidive tumorale. On est amené parfois, poussé un peu par les familles ou poussé par l'inquiétude des patients, à totaliser une néphrectomie avec des marges positives et à notre surprise que là n'a pas, le plus souvent, il n'y a plus de tumeurs résiduelles. Donc, marge positive ne signifie pas obligatoirement récidive tumorale. On sait que dans la littérature, qu'une marge positive, il y a un grand risque, comme vous l'avez dit, de métastase et de limiter de la survie, surtout à moyen terme sur le plan oncologique. Lorsque les choses se présentent mal pour faire une chirurgie avec un périmètre de sécurité, avec une marge de tissu sain, qu'on est près de pédicule ou de sinus, la tumorectomie elle-même, en passant directement contre la tumeur, semble donner les mêmes résultats qu'une néphrectomie partielle avec une marge de tissu sain. Mais ce qu'il faut éviter, à mon avis, dans tout là, c'est de faire des ruptures de cette pseudocapsule qui entoure la tumeur
parce que le fait de faire une rupture de cette pseudocapsule tumorale, c'est là où on en est la récidive, et c'est là où le pronostic oncologique à moyen terme va changer la survie du patient et l'avenir du patient. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Donc, Kalmoïn Thaler du Maroc. Donc, il y a une notion importante aujourd'hui, avec l'avènement de la cellio, de la robotique, c'est l'early clamping. Donc, aujourd'hui, on sait que les vaisseaux rentrent avec la voie excrétrice dans le parenchyme rénal. Donc, ils suivent le même chemin. Donc, pour déclamper le plus rapidement possible, on ligature donc le plan le plus profond. Ça permet de déclamper avant d'avoir fermé le parenchyme. La fermeture parenchymateuse, en général, ce n'est pas ce qui saigne. Ce qui saigne, c'est les vaisseaux au pourtour de la voie excrétrice. Donc c'est pour ça qu'on peut déclamper assez rapidement. Et il a été démontré que l'énucléation, la néphrectomie partielle ou prendre une petite marge de sécurité, ça donnait les mêmes résultats carcinologiques. Donc vous ne cassez pas la tête à aller prendre une marge de sécurité de 2-3 mm, ça ne changera rien du tout. Ensuite, en ce qui concerne les tumeurs qui sont au niveau hilaire, donc aujourd'hui, quand on va dans les congrès internationaux, on voit certains chirurgiens qui font des prouesses, franchement, qui mettent en jeu le pronostic vital du patient. On les voit disséquer à l'intérieur du rein, faire des grosses tumeurs qui sont intraparenchymateuses, et souvent, ils ont des marges positives qui sont pas bonnes. Les indications sont de plus en plus poussées. Donc je trouve que les indications sont de plus en plus poussées. Mais pour les tumeurs qui sont au niveau du hile, je pense qu'elles sont chirurgicalement plus simples à faire que les autres tumeurs, parce qu'au niveau du hile, il n'y a pas de parenchyme rénal. Quand vous passez avec la voie excrétrice et les vaisseaux, ça se lève tout seul. La seule partie à couper, c'est au niveau latéral. Donc c'est les seules remarques que j'avais à faire. Je vous remercie. Juste pour rebondir avec une remarque, dans une récente méta-analyse aussi, qui a comparé l'expérience de certains chirurgiens avec cette tumorectomie. Certains la faisaient à l'ancienne avec une marge qui variait de 5 mm à 1 cm. D'autres faisaient une simple énucléation, c'est-à-dire le plus proche possible de cette tumeur. Et il y avait une correspondance entre les trouvailles macroscopiques in situ en péropératoire et les résultats ANAPAT. Donc on peut se fier à ce qu'on voit avec nos yeux en péropératoire et ne pas aller faire une importante marge chirurgicale. Dr. Fatih Atiaoui. Juste pour les récidives, c'est le facteur déterminant le plus important, que ce soit marge positive ou négative, c'est le grade tumoral. Il y a une méta-analyse faite, je crois, en 2018, où ils ont étudié que ce soit marge positive ou négative, le facteur le plus important, c'est le grade tumoral, surtout le grade 3 de Fuhrman. Oui, tout à fait. Tous les auteurs des différentes méta-analyses s'accordent à dire qu'il y a des points de similitude, d'accord. Plus la tumeur est complexe du fait de sa taille ou du fait de son emplacement par rapport au huile ou par rapport au vaisseau ou aux voies excrétrices, plus il y a de marge positive. Aussi, lorsque plus il y a on retrouve dans les résultats ANAPAT un PT2, un PT3 ou un grade 3-4, plus il y a de marge positive. Il y a un autre, alors il y a juste un autre, ici par là au panel. Il y a un autre point peut-être dont il faut faire attention, c'est que pour les tumeurs endophytiques qui s'incrustent dans le sinus, en plein de graisse, quand on enlève on fait la tumorectomie ou l'énucléation, il ne reste rien en fait, juste la pseudocapsule tumorale. C'est tout à fait normal que l'ANAPAT vous répond marge positive. Mais en réalité, on a enlevé tout. On voit bien qu'on a laissé uniquement de la graisse sinusale. Ça, c'est le premier point. C'est vrai, on est en train maintenant de parler d'un traitement de plus en plus personnalisé. Et quand on parle de marge positive, à peu près plus de 30% des néphrectomies qui ont été réalisées secondairement revenaient blanches. C'est-à-dire il n'y a pas de tissu tumoral résiduel. Donc, j'avais justement complètement l'idée d'intensifier justement la surveillance. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé par les sociétés savantes. En fait, on avait marqué les 2 points plus importants, les marges positives, puis le clampage. Alors, moi, je suis pour faire le clampage quand il le faut. Mais sinon, évitez de faire parce qu'on sait très bien, déjà, les reins ne réagissent pas de la même façon à l'ischémie chaude. En ischémie froide, on peut aller jusqu'à 35 minutes peut-être. En ischémie chaude, pour des reins uniques, il ne faut pas dépasser les 20 minutes, par exemple. Je pense que ça, c'est un message très important pour des reins uniques, en cas d'insuffisance rénale chronique. Donc, il faut faire attention à ce clampage. Il privilégie aussi un clampage dont on parle peu, c'est le clampage parenchymateux. Dès que vous avez l'opportunité de faire un clampage parenchymateux, donc je pense qu'il faut le privilégier mieux que de faire un clampage maintenant sélectif, suprasélectif, total. Ça, c'est un autre sujet de débat. Oui.
à la fin de cette première partie. Donc, on va aborder le dernier sujet de cette première partie qui concerne les petites tumeurs. C'est la surveillance active. Et c'est le Dr Mourad Deli également de l'équipe de l'ARAPTA qui va nous présenter cet exposé. À vous la parole, monsieur. Merci, bon après-midi à tous. Donc, on m'a demandé de parler, de présenter en anglais, donc je vais le faire, malgré que mon anglais n'est pas très bon. So, I'm Dr. Mourad Deli Khaireddin, a urologist at the Urology Department of l'ARAPTA, and allow me to introduce you active surveillance for small renal masses, when and how. Ça marche, toi? So we know the definition of the small renal masses, which are contrast-enhanced solid tumor inferior or equal than 4 centimeters in diameter, limited to the kidney. And with the expansion of imaging, small renal masses are increasingly being detected by urologists at a lower stage, at a lower grade. So we know about previous studies that 20% of these small renal masses are benign, 70% of malignancy are low grade, and only 30% are potentially malignant. So active surveillance seems to be a reasonable alternative to surgery or ablative therapy for small renal masses in patients with comorbidities or unfit for surgery. So why choosing active surveillance? Some lesions are benign, like we have seen. Small renal masses are common earlier with multiple comorbidities, are asymptomatic, have a low risk of metastatic progression, and have a slow growth rate. So this study in Danish population show a high rate of comorbidities among patients with renal carcinoma, and we can see 3% of small renal masses in autopsy. And this study by Akira shows that 95% of small renal masses are asymptomatic. So as we see there in a study by Kutikov, for small renal masses inferior than 4 centimeters, the risk of death by renal carcinoma is insignificant compared to the risk of death with comorbidities. And even if the Charlson score increases, the risk of death by comorbidity increases, and not so much for renal carcinoma. So this study by Jowett showed that the metastatic progression of small renal masses on active surveillance is inferior than 2%, and the average growth rate of these masses is about 0.30 centimeters per year, and 2/3 of the small renal masses show slow or no growth. The same study showed that there are no significant difference between the growth rate of benign and malignant lesion. And this review confirmed that the growth rate of the small renal masses on active surveillance is very low, ranging about 0.1 and 0.4 centimeters per year, and the metastatic progression still inferior than 3%. So this is the actual guidelines for active surveillance for small renal masses, which is an option for elderly patients with comorbidities who have small renal masses inferior than 4 centimeters, 3 centimeters for the IOA guidelines. And which patient can be considered for active surveillance? We should evaluate comorbidities and longevity of all the patients. So this is the first multi-institutional prospective clinical trial of the light intervention and surveillance for small renal masses, and authors perform a GI-SRM score, which is a promising mean to risk stratify patients for either active surveillance or primary intervention. And for each patient, there are minor criteria and the major criteria, like we see. And if the score, and if the score of the patient is superior than 7, then the patient are more favorable for active surveillance. But if the score is inferior than 3, that the patient that will be more favorable for active therapy. Yeah, d'accord. This study by Patel evaluate overall survival of more than 7,000 patients with the small renal masses
and they found that the congestive heart failure, chronic kidney disease, peripheral vascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, and cardiovascular disease were associated with decrease of overall survival. And authors recommend to calculate the cardiovascular index for elderly patients who are borderline on active surveillance or intervention. From the biopsy of small renal masses on active surveillance, there are no clear guidelines, but there are an argument for and argument against this biopsy. In fact, biopsy allows discontinuous surveillance if histology is benign, a lower intensity of surveillance if low grade, and escalate to active therapy if aggressive features are present. But small renal masses are very heterogeneous disease, and the risk of progression is still unclear. So should we repeat biopsy like in prostate cancer? Biopsy in renal tumor have to be done when the results are more likely to influence the therapeutic decision. This is the latest guidelines. And this is an example for indication for small renal masses biopsy in, for example, patients who are borderline for either active surveillance or primary intervention, or in patients which are on active surveillance, and they show a high growth rate within this first year. Biopsy can help to make a therapeutic decision. Protocol on active surveillance is also unclear, but when active surveillance is indicated, it's strictly followed up by imaging, especially during the first 2 years, because most metastases appear during this period, and the tumor growth rate is more indeterminate in the first year. So this is an example of protocol of active surveillance, where we must do CT scanner every 3 or 6 months for the first 2 years. After that, you can perform either ultrasound, MRI, or CT scanner yearly up to 5 years. And this photo shows that there is no difference in size between the size of the small renal masses diagnosed by ultrasound, MRI, or scanner. And this is a definition of progression according to the IUA or ASCO guideline, when the tumor's growth rate superior than 0.4 centimeter per year, or the tumor size is become superior than 4 centimeter, or an appearance of metastatic disease, or an advancement stage, we should consider that the tumor is in progression, and we should discuss removing it. So this systematic review and pooled analysis of 880 patients show the main factor associated with the progression are an increase in age, a larger initial tumor or volume, and initial growth rate superior than 0.8 centimeter per year. And this is an example of different growth rate of lesion. There are some lesions who are still stable in time, and we can discontinue surveillance after 5 years. Some other lesions, like showing in yellow, have a slow growth rate, and we have to continue surveillance. But finally, there are some lesions, like in red, that have a high growth rate, and we should remove it. So what about quality of life in patients on active surveillance? This is a prospective multicentric study that evaluates the quality of life, which is 2 components, the mental and physical component, and they found that the physical health is better for primary intervention, but the mental health, including depression and anxiety, was not affected, with a trend to improve over time. So in conclusion, active surveillance may be an appropriate option for carefully selected patients. Additional data are needed to create a strong guideline for active surveillance. And future perspective goes on a better selection of aggressive or indolent tumor, like by the recent use of biomarker or CT-enhanced ultrasound. And why not using active surveillance for a younger patient or for larger tumor? And thank you. Merci beaucoup. Je ne vais pas traduire ce qui a été dit, je suis capable de le faire, mais je sais que les résultats de la surveillance active après 5 ans de recul ne sont pas inférieurs à la chirurgie. Donc, je pense que la surveillance active pour les petites tumeurs garde encore sa place. Nous sommes un peu en retard, on va prendre juste une question dans la salle s'il y en a. Sinon, je passe la parole à notre ami Dr Bezidou Haran, donc pour modérer la deuxième partie de la séance.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle? C'est bon? Alors, s'il n'y a pas de questions, je profite de ma position. Docteur. En fait, ce n'est pas une question, c'est une remarque. En fait, en fonction, c'est bien de voir les guidelines, la faisabilité de ces guidelines, mais en Europe, en Amérique, je ne sais pas, dans certains pays, mais dans notre contexte, en fait, 2 remarques. Dès que je parle à un malade d'un cancer, déjà, sur le plan psychologique, parce que, entre guillemets, il n'y a pas vraiment un accompagnement psychologique qui va avec, donc c'est difficile que le malade accepte cette surveillance. Ça, de premier. Deuxièmement, c'est que souvent, ces patients ont du mal à faire des imageries, une surveillance intensifiée, faire un scanner 6 mois, annuellement, puis le refaire. Voilà. Parfois, je dirais même souvent, les machines dans nos services publics sont en panne. Est-ce que vous avez une expérience pratique en Tunis? Franchement, on n'a pas vraiment de protocole pour l'active surveillance, mais dans mon unité d'urologie à la RAPTA, on veut vraiment enlever toutes les tumeurs, mais on est confronté, comme tout le monde, à des sujets âgés qui, après confrontation avec les anesthésistes, on ne peut pas faire la chirurgie et on n'a pas vraiment de protocole pour l'active surveillance, mais on les surveille régulièrement par des scanners. On fait généralement un scanner à 3 mois, à 6 mois, puis tous les années. Et franchement, il n'y a pas de mortalité à cause de ce cancer. Généralement, et la plupart du temps, ces patients meurent de leur comorbidité. D'accord, merci. Alors, sans trop tarder, on passe au deuxième volet, après traitement, justement, la prise en charge des... Merci. 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 Donc, on passe du traitement de la prise en charge des petites masses rénales aux masses localement avancées, et on appelle docteur Benkridis. Neoadjuvant and adjuvant treatment. Docteur, vous êtes là? Oncologue? D'accord. Merci pour l'invitation. J'ai envoyé la présentation donc, il y a plusieurs jours. Je vais vérifier avec lui s'il y a la présentation. Sinon, sinon on appelle le deuxième orateur, docteur Berry. Docteur Bendris? Non, monsieur Bendris. Docteur Klidis? Oui. Sinon, on appelle le deuxième orateur, le temps qu'on vérifie votre communication. Pour gagner du temps, est-ce que docteur Berry est là? Oui, je suis là. D'accord. The floor is yours. Bonjour tout le monde. Également, j'ai le même souci. J'ai envoyé à monsieur le secrétaire général, s'il est là, je lui passe le bonjour. La communication, malheureusement, elle n'est pas à jour, mais là, on est en train de l'installer. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du localement avancé, du cancer du rein localement avancé. C'est certainement dans la partie cancer du rein, la partie où il y a le moins de nouveautés et où la chirurgie garde sa place, sa grande place pour le traitement dans un but curatif de ce type de cancer. Et donc, si la communication est prête, je vous prie de la lancer. Par définition, le cancer du rein localement avancé, c'est tout simplement, selon les recommandations, c'est le cancer qui n'est ni localisé ni métastatique. Donc, on est au-delà du fascia périrénal ou alors on est en cas de thrombus de la veine rénale ou a fortiori de la veine cave et sans avoir de métastases, notamment à distance, mais aussi ganglionnaires, mais la limite, c'est les métastases ganglionnaires. Les questions, il y en a 4 questions qu'il faut se poser d'emblée devant ce type de cancer localement avancé. Alors, y a-t-il de la place à un traitement néoadjuvant? Ça, on va essayer de le discuter, de voir un peu les séries de la littérature disponible. Et puis, on verra la grande place de la chirurgie et notamment la place de la laparoscopie. On en parle de plus en plus. Certes, la chirurgie classique reste
recommandée. Mais on parle aussi de la laparoscopie. J'ai voulu soulever à travers ma communication cette option, qui reste une option. La troisième question, ça sera, est-ce qu'il y a de la place à un curage ganglionnaire? Ça a été une question qui a été débattue depuis des années et des années, mais encore, on n'a pas encore tranché. Et puis le traitement adjuvant, c'est peut-être ma collègue oncologue qui va essayer de nous parler des nouveautés, notamment de l'immunothérapie en matière de traitement adjuvant du cancer du rein localement avancé. Alors, j'ai pris largement mon temps pour introduire. S'il vous plaît, si vous, il vous reste 1 minute. Ah ben, je vous remercie déjà. De rien, gratis. Bon, c'est bon? Voilà. Bonjour tout le monde. Donc voilà, par définition, je ne vais pas m'attarder. C'est des cancers ni localisés ni métastatiques. Juste un petit cas clinique chez une femme de 75 ans qui est en relatif bon état général, qui à l'occasion d'une échographie rénale et surtout à l'occasion d'un scanner derrière, on a élucidé la présence d'une grosse masse rénale droite avec la présence d'un thrombus cave qu'on voit ici sur la coupe transversale et qu'on voit mieux sur cette coupe coronale d'IRM. Donc ça, on est devant un cancer localement avancé, du rein localement avancé. Donc c'est grossièrement les T3 et T4, a fortiori les T4. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, voilà les 4 questions que je vais essayer d'y répondre à travers les séries de la littérature. D'abord, la place du traitement néoadjuvant, ça tombe bien parce que ma collègue oncologue n'est pas passée avant moi. Alors, on peut s'imaginer qu'un traitement néoadjuvant avec un cancer du rein localement avancé, et Dieu sait, et vous savez certainement que c'est une chirurgie rude et difficile, et que le traitement néoadjuvant pourrait éventuellement réduire le volume tumoral, diminuer le niveau du thrombus tumoral et donc rendre la chirurgie plus facile et aussi diminuer le risque de récidive et de progression. D'abord, on va voir un peu l'action du traitement médical sur le volume tumoral. Là, c'est une série sur des cancers métastatiques. Hein, mais déjà, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une tumeur en place, cancer du rein métastatique, 7% de malades accusent une régression du volume tumoral. Donc c'est déjà un élément de réponse, c'est-à-dire que ce n'est pas très efficace et qu'on ne gagne pas beaucoup en matière de volume tumoral. Là, si on voit un peu les séries de la littérature, notamment les séries prospectives de la littérature, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu de patients qui sont recrutés dans ces séries, et surtout, c'est des tumeurs et des patients très hétérogènes, c'est des séries très hétérogènes. Et la réponse, c'est que la réduction tumorale, elle ne dépasse guère les 25%, c'est de 9 à 28% des cas. Et on a une réponse partielle dans 25 à 30% des cas, et puis il y a un risque de progression, c'est-à-dire pendant la période d'arrêt du traitement, etc., on risque d'avoir une progression de la maladie, et surtout les TKI, les inhibiteurs de la tyrosine kinase, on sait que c'est des inhibiteurs de l'angiogénèse, et donc derrière, en chirurgie, on a besoin de cicatrisation, on a eu des phénomènes de retard de cicatrisation, et surtout, lorsque les malades seront opérés derrière, on a remarqué que sur les tumeurs, notamment tubulopapillaires et chromophobes, ce traitement néoadjuvant n'a vraiment pas d'effet, et donc on n'a rien gagné sur le volume tumoral. Alors, pour le niveau du thrombus, là, c'est une série européenne qui est publiée sur European of Urology. Et le niveau du thrombus, ça, c'est une série de 24-25 patients où on n'a pas gagné sur le niveau du thrombus, uniquement 4 malades qui ont eu une diminution du niveau du thrombus, mais on a même un malade qui a progressé. Le comité de cancérologie de l'AFU également a mené cette étude multicentrique en France et qui a conclu au même résultat. Sur les 14 patients recrutés au stade de localement avancé, au stade T3, il y en a uniquement un seul malade qui a fait regresser son niveau de thrombus, un malade qui a progressé, il y en a même 4 malades qui ont arrêté carrément le traitement vu l'intolérance de ce traitement. Donc,
on peut dire que le traitement néoadjuvant avant cancer du rein localement avancé ne peut être recommandé à ce jour. Il a un intérêt faible dans la réduction tumorale, de la tumeur primitive, mais aussi du niveau du thrombus. Alors, est-ce qu'il ne faut jamais le prescrire? Peut-être pas. Il faut le discuter au cas par cas, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ma collègue